Bonjour et bienvenue sur le site de balade parisienne. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un édifice disparu, le Palais des Tuileries. Il se situe entre le Jardin des Tuileries et le musée du Louvre, dans le premier arrondissement. L'avenue du Général Lemonnier le remplace de nos jours. Au XIIIe siècle, l'emplacement du palais et du Jardin des Tuileries était occupé par des tuileries et des terrains vagues. Au siècle suivant, Pierre des Essarts, prévôt de Paris, y habitait dans l'hôtel des Tuileries, entouré de 40 arpents de terre labourable. Le site se situe en dehors de l'enceinte de Charles V, construite entre 1356 et 1383, dont elle était séparée par un fossé alimenté par la Seine comme on le voit sur le plan. En 1500, Nicolas Ier de Neufville, secrétaire des Finances, y fait construire un hôtel. Ce dernier est racheté par François Ier en 1518 pour y loger sa mère Louise de Savoie, incommodée par l'odeur des eaux stagnantes entourant son hôtel des Tournelles, place des Vosges, dans le 4e arrondissement. Le quartier des Marais ne doit pas son nom au hasard. Elle en fit don à Jean Liécoune, maître d'hôtel du Dauphin, en 1527. Henri II meurt dans l'hôtel des Tournelles en 1559. Sa veuve Catherine de Médicis quitte aussitôt l'hôtel. Charles IX ordonne sa démolition en 1563. Refusant de vivre au Louvre, la reine achète l'hôtel des Tuileries, plusieurs maisons voisines et un grand terrain appartenant à l'hôpital des 15-20. Elle fait araser le tout et construire un nouveau palais par l'architecte Philibert Delorme à partir de 1564. À sa mort en 1570, l'architecte Jean Bulent reprend le chantier. Le projet de Delorme se composait de deux grands bâtiments parallèles, perpendiculaires à la Seine, réunis par 4 ailes plus petites, formant ainsi 3 cours intérieures. Finalement, seul le bâtiment occidental est construit. Un grand jardin à l'italienne, l'ancêtre du jardin des Tuileries actuel, est aménagé entre le château et le glacis de l'enceinte, l'actuelle place de la Concorde. L'édifice comporte un pavillon central surmonté d'un dôme, doté d'un escalier suspendu sur voûte. Le pavillon est encadré par 2 ailes. L'aile sud se clôt par un pavillon, le pavillon de Bullen, construit en 1570, et l'aile nord reste inachevée. Pourquoi? Un manque d'argent? Non, des principes superstitieux. Suite à une prédiction funeste de son astrologue Ruggieri, Catherine de Médicis quitte les Tuileries pour s'installer dans l'hôtel de Soissons, l'actuelle bourse de commerce. La légende raconte que son astrologue lui avait prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Or, le palais se trouve tout près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Sous le règne de Charles IX, le chantier est progressivement abandonné. Henri III y donne quelques fêtes, mais n'y réside pas. Au début du XVIIe siècle, Henri IV décide de relier les deux palais, celui du Louvre et les Tuileries, par une longue galerie longeant la Seine. La Grande Galerie, ou Galerie du bord de l'eau, est construite entre 1607 et 1610 par Jacques de Androuet du Cerceau. Au sud, une aile, la Petite Galerie, relie le pavillon de Bullen à la Grande Galerie. Au croisement des deux bâtiments est construit un pavillon, le pavillon de la Rivière, rebaptisé pavillon de Flore en 1669. Après la mort de Henri IV en 1610, le palais connaît une nouvelle période d'abandon. Le chantier est rouvert par Louis XIV, incommodé par la dissymétrie des Tuileries. La petite galerie bâtie par Henri IV n'a pas de pendant au nord. Pas de problème, les architectes Louis Levaux et François d'Orbay sont appelés à la rescousse. Entre 1659 et 1666, ils édifient un pavillon destiné à faire pendant au pavillon de Bullen, baptisé le pavillon du théâtre, puis une galerie symétrique à la petite galerie, baptisée la galerie des machines, et enfin le pavillon jumeau de celui de Flore, le pavillon de Pomone, rebaptisé plus tard le pavillon de Marsan. De 1666 à 1667, le peintre Charles Lebrun dirige l'équipe de peintres chargés de la décoration. Le palais est maintenant symétrique et complet.
Sauf que plusieurs décennies se sont écoulées entre la construction des bâtiments au sud, le bâtiment central et ceux au nord. L'édifice offre donc une grande hétérogénéité architecturale. Louis XIV ordonne à Levaux d'y remédier. Le pavillon de l'horloge au centre est entièrement reconstruit dans le style classique, c'est-à-dire plus large, plus haut et couvert d'un dôme volumineux. Les ailes qui le flanquent et la petite galerie sont également remodelées. Durant l'Ancien Régime, le Parler sert de résidence à la duchesse de Montpensier, dite Grande Mademoiselle de 1638 à 1652, à Louis XIV de 1664 à 1667 et à Louis XVIII de 1715 à 1722. Un lit de justice se tient aux Tuileries le 26 août 1718. Un lit de justice est une séance solennelle du Parlement lors de laquelle le roi ordonne à cette assemblée d'enregistrer les édits et les ordonnances qu'elle avait contestés. Pourquoi lit? Parce que le roi prend place sur un lit d'apparat lors de cette séance. Le palais est ensuite déserté et occupé par des courtisans et des artistes auxquels le roi octroie des logements de faveur. L'incendie du 6 avril 1763 chasse la troupe de l'Opéra du Palais Royal qui vient s'installer aux Tuileries, dans la Galerie des Machines, jusqu'en 1770. À cette date, l'Opéra cède la place à la Comédie Française, qui y demeure jusqu'en 1782. Elle est remplacée à son tour par la troupe du Théâtre de Monsieur. La première du Barbier de Séville, pièce de Beaumarchais, y a lieu le 23 février 1775. Le 6 octobre 1789, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants sont ramenés au palais des Tuileries par les révolutionnaires. Les petits, Marie-Thérèse de France et le dauphin Louis, sont installés dans les anciens appartements de Catherine de Médicis. Marie-Antoinette prend les pièces du rez-de-chaussée, côté jardin, tandis que la sœur de Louis XVI, Madame Élisabeth, occupe le premier étage du pavillon de Flore. Des meubles sont rapportés du château de Versailles. Des cloisons sont ajoutées ou abattues afin d'aménager les nouveaux appartements de la famille royale. Elle va y vivre durant 3 ans sous haute surveillance. Le 21 juin 1791, elle tente de s'enfuir. Rattrapée à Varennes, elle est reconduite aux Tuileries. Le 10 août 1792, à 7 heures du matin, la famille est obligée de quitter le palais assiégé par les émeutiers et court se réfugier dans la salle du manège abritant l'Assemblée législative. La garnison des gardes suisses demeure et protège un palais déserté. Le palais est envahi et près de 600 gardes meurent durant le combat ou massacrés par la foule en colère. Une centaine d'entre eux s'échappent avec l'aide des Parisiens. Le 21 août, la guillotine est dressée sur la place du Carrousel. Le 10 mai 1793, la Convention s'installe dans la Galerie des Machines, aménagée par l'architecte Gisors. Avec l'arrivée de l'Assemblée nationale, 3 mots sont gravés sur la façade du palais, notion clé de la République. Unité, sur le pavillon central, liberté, sur le pavillon de Marsan, et égalité, sur le pavillon de Flore. Un bonnet phrygien coiffe le pavillon de l'unité. Les cloisons de la salle des machines sont détruites afin d'aménager une grande salle de la liberté. Une statue de 10 mètres de haut, œuvre de Dupasquier, décore les lieux, et afin d'aménager également une salle des séances. Le palais des Tuileries est rebaptisé Palais national. Le comité du salut public occupe la petite galerie tandis que le comité de sûreté générale s'installe dans un hôtel situé près du pavillon de Marsan. Sous le Directoire, les Tuileries abritent le Conseil des Anciens de 1795 à 1799. Celui-ci est supprimé le 10 novembre 1799. Le 19 février 1800, le premier consul, Napoléon Bonaparte, décide de s'installer aux Tuileries et le fait réaménager par l'architecte Lecomte. Bonaparte occupe le premier étage, soit l'ancien appartement des rois. Il dort dans la chambre qui servit à Louis XIV, Louis XV
et Louis XVI. Lorsque Bonaparte devient Napoléon Ier, il fait des Tuileries la résidence impériale. Le pape Pie VII, venu pour le sacre le 28 novembre 1804, s'approprie les anciens appartements de Madame Élisabeth. Il y réside jusqu'au 4 avril 1805. En 1806, une salle de spectacle, une chapelle et une salle destinée aux séances du Conseil d'État sont aménagées dans l'aile nord. Les travaux sont confiés aux architectes Charles Percier et Pierre Fontaine. Le plafond peint de la salle à manger représentait les 4 éléments, la guerre et la paix, sous forme allégorique. L'empereur fait également construire entre 1807 et 1815 une aile qui ferme la cour du Carrousel au nord. Elle s'étend du pavillon de Marsan, à la hauteur de la rue du Rohan, le long de la rue de Rivoli. En mars 1811, le fils de Napoléon et de Marie-Louise, Napoléon II, roi de Rome, naît au rez-de-chaussée de l'aile sud. Il récupère l'appartement du grand maréchal du palais du Roc, jouxtant celui de l'impératrice. En 1614, l'empereur cède la place à Louis XVIII, qui meurt aux Tuileries en 1824. Son frère Charles X le remplace, mais en est chassé par la Révolution de juillet 1830. Le palais est à nouveau pillé. Abandonné, le palais retrouve des locataires le 21 septembre 1831. Casimir Périer conseille, dirons-nous, à Louis-Philippe de s'y installer afin d'asseoir l'autorité de la monarchie de Juillet. La reine, trouvant le palais très triste, demande à son époux de faire quelques modifications pour une somme modique, environ 5 millions de francs. Les architectes Percier et Fontaine font édifier le grand escalier dans le pavillon de l'horloge. La famille royale est de nouveau chassée en février 1848 par des pilleurs. Le palais devient un hospice pour les invalides de guerre jusqu'à la perquisition de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Il y est proclamé empereur sous le nom de Napoléon III en décembre 1852. Sous le Second Empire, les Tuileries redeviennent la résidence impériale. Des fêtes et des cérémonies fastueuses y sont célébrées. Par exemple, l'empereur y épouse Eugénie de Montiero le 29 janvier 1853. L'architecte Louis Visconti est chargé de restaurer le palais. Il fait démolir des maisons et des ruelles qui séparaient la place du Carrousel à la place carrée du Louvre. Napoléon III poursuit surtout le projet de Henri IV en prolongeant la galerie le long de la rue de Rivoli. Pour la première fois, vers 1870, les palais du Louvre et des Tuileries forment un seul et même ensemble. Suite à la défaite de Sedan, l'impératrice Eugénie doit quitter le palais le 4 septembre 1870, cernée par les émeutiers. Elle s'enfuit par le pavillon de Flore. Devenue propriétaire des lieux, la commune y donne de nombreuses fêtes et concerts. Le 10 mai 1871, une soirée artistique est organisée au profit des blessés de la garde nationale. Les 22 et 23 mai, les communards Alexis Dardel, Jules-Henri Marius Bergeret, Victor Benoît, Étienne Boudin et Louis Madoff font entrer dans la cour 5 fourgons chargés de barils de poudre, bonbonnes de pétrole, de goudron liquide et d'essence de térébenthine. Le 23, une trentaine de fédérés, sous les ordres de Benoît, Boudon et Bergeret, aspergent les murs et les planchers du château à coups de seaux de pétrole. Un baril de poudre est placé dans le vestibule du pavillon central, 3 sous l'escalier d'honneur et des matériaux combustibles dans le salon des maréchaux. Benoît met le feu à la poudre et le palais s'embrase en quelques minutes. Le palais va brûler pendant 3 jours. L'incendie va même se propager sur une partie du Louvre. Bergeret et ses hommes, ayant commandé un repas froid, soupent sur la terrasse du Louvre en contemplant le spectacle incandescent. Le 27 mai, il ne reste plus que des pans de murs noircis.
Dès 1872, des pétitions et requêtes parviennent au gouvernement sollicitant la restauration du palais des Tuileries, dont seuls les planchers, la toiture et les décors ont disparu. Haussmann, Le Fuel et Viollet-le-Duc proposent divers projets, certains vantant la sauvegarde des ruines, d'autres la reconstruction d'un nouveau palais. Les trois hommes proposent de restaurer la partie centrale comprenant le pavillon de l'horloge, les deux ailes et les deux pavillons du théâtre et de Bulent. La petite galerie et la galerie des machines sont donc démolies. Hélas, le projet est mis à mal par les décès de Viollet-le-Duc le 17 septembre 1879, de Léonce Reynaud le 14 février 1880 et d'Hector Le Fuel le 26 décembre 1880. Car ces trois experts étaient favorables à la reconstruction du palais. Le nouvel architecte du chantier, Charles Garnier, est au contraire un adversaire de la restauration. Dans son rapport du 30 mai 1881, il mentionne les difficultés du chantier. Des ruines exposées trop longtemps aux intempéries pour être conservées, des ailes pas assez profondes, la nécessité de créer des caves pour lutter contre l'humidité, et j'en passe. Il est plutôt partisan de la construction d'un nouvel édifice. La Chambre des députés, après moult tergiversations, décide le 21 mars 1882 de démolir les ruines. L'opération a lieu entre février et septembre 1883. Ne subsistent que les pavillons de Flore et de Marsan, ainsi que deux galeries menant au guichet du Louvre. En 1958, le général de Gaulle envisage de faire reconstruire le palais des Tuileries afin d'en faire le palais présidentiel. Le projet est confié à l'architecte Henri Bernard avant d'être abandonné. Depuis 2002, un comité national milite pour la reconstruction à l'identique du palais des Tuileries avec des fonds collectés auprès d'entreprises privées. Le coût est évalué à 350 millions d'euros. Un projet a été déposé en février 2007 par une commission dirigée par Maurice Druon. L'État, la ville de Paris et le musée du Louvre s'opposent toujours au projet. Des vestiges du palais sont rachetés par l'État et envoyés dans divers lieux parisiens, voire expédiés à l'étranger. En 1882, une vente aux enchères est organisée, l'architecte Charles Garnier ayant dressé la liste des ruines pour les acheteurs potentiels. Pour 33 500 francs, l'entrepreneur en démolition Achille Picard emporte la mise, charge à lui de faire retirer les vestiges dans les 6 mois. Les pièces sont revendues à des bourgeois et industriels acquérant châteaux et éléments architecturaux à des nobles désargentés. À Paris, il est encore possible de voir des vestiges exposés en plein air dans divers jardins. Un des vestiges les plus importants est le fronton du pavillon central et son horloge, acheté par le musée Carnavalet, qui est visible dans le square Georges-Quint, rue Payenne, dans le 3e arrondissement. Les statues qui ornaient ce fronton, le Conseil et la Valeur par Thibaut Poisson, la Sincérité par Louis II le Rambert, la Religion par Philippe de Buestre et la Tête de la Justice par Michel de la Perdrix sont conservées dans le hall, sous l'arc du Carrousel, près de l'entrée du musée du Louvre. Une arcade ionique et 2 colonnes de la façade du palais se trouvent dans la cour Marly du musée du Louvre depuis 2011. Une arcade est visible dans le jardin des Tuileries. Elle a été restaurée également en 2011. D'autres arcades sont visibles dans les jardins du Trocadéro et du Luxembourg. Des colonnes sont exposées dans les cours de l'école des Beaux-Arts, l'école spéciale d'architecture et au collège Stanislas. Le journal Le Figaro a même acheté des marbres qu'il a détaillés en presse-papier et offerts en prime à ses abonnés. Où pouvons-nous les trouver en région parisienne ? 23 colonnes et 14 bas-reliefs ont été installés dans les jardins de la villa du couturier Charles-Frédéric Worth à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Quand celle-ci a été remplacée par l'hôpital Foch, les vestiges ont été transférés à Barentin, en Seine-Maritime. Hélas, certaines ruines très abîmées ont dû être remplacées par des copies en 2011. Le dramaturge Victorien Sardou installa un grand écusson flanqué de putti dans le jardin de son château à Verduron, à Marly-le-Roi, dans les Yvelines. D'autres vestiges décorent la maison d'Émile Raspail à Arcueil, dans le Val-de-Marne, le jardin de la maison Masséna à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, le musée Roy-Béfould de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, ou encore le château du Frénois à Salins, en Seine-et-Marne.
Éloignons-nous encore un peu plus en France. De nombreuses pierres servirent à construire le château de la Punta, propriété du duc Jérôme Pozzo di Borgio, au-dessus de la baie d'Ajaccio. Le château possède des éléments des différentes parties du pavillon central de Delorme, de l'aile Bullent, de celle de Levaux, ainsi qu'une copie des parties hautes de la petite galerie. Un incendie en 1978 va endommager le château. Les travaux de restauration étant colossaux, les héritiers vendent le bâtiment en l'état au Conseil général de la Corse du Sud en 1991. D'autres vestiges sont conservés au musée décoratif de Nantes, à celui de Dieppe, et au château de Varax à Marcilly d'Azergues dans le Rhône. Léon Carvalho acquiert 43 fragments du palais pour orner le jardin de sa villa Magali à Saint-Raphaël. Les autres pays ne sont pas en reste. À Quito, en Équateur, le palais présidentiel possède quelques balustrades en pierre. On trouve des vestiges à la Villa des Palmiers de Bordighera en Italie. Une colonne corinthienne fixée à une partie de mur se trouve sur l'île de Schwanewerder, un truc à peu près comme ça, en Allemagne. La grille de la cour du Carrousel se trouve maintenant dans le château de la famille Esterhazy. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez découvert un nouveau monument avec joie. Et j'espère surtout vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt!